Qu'est-ce qui change cette année? Le règlement ne bouge pas. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de modification sur le règlement année par année. On reste sur quelque chose de stable, ce qui a permis donc aux équipes de juste surtout apporter des évolutions par rapport à devoir s'adapter à un changement de réglementation. L'an passé, entre 2023 et 2024, il y avait eu toutes ces directives techniques pour limiter le marconnage. Voici, il n'y a rien de spécial, ou en tout cas pas public, parce que toutes les directives techniques et les changements ne sont pas forcément publics. Mais là, aux dernières nouvelles, il n'y a rien eu de changement, il n'y a eu aucun changement. Équipe par équipe, alors, de mon côté, j'ai noté. Commencer par Aston Martin. Aston Martin, globalement, apporte surtout une évolution de ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Le programme de test s'est déroulé pas trop mal. Les 3 jours sont déroulés sans trop accros. Mais on sent quand même que il n'y a pas le même optimisme que l'année dernière, parce que Alonso a déclaré plusieurs fois dans la presse aujourd'hui et hier que ils sont pas trop sereins sur le niveau de performance réel. Mais globalement, c'est ça aussi que c'est un enseignement que nous donnent ces essais, c'est que en dehors de Red Bull, qui est encore à part, c'est très difficile de lire la hiérarchie, parce que même si tout le monde, comme vous le savez très bien, on ne peut pas vraiment déduire la hiérarchie seulement avec des essais, mais on peut quand même avoir des idées, parce que les gens qui sont sur place, hein, ils ont les GPS, ils ont les données, et ils peuvent du coup déduire à peu près qui cache un peu son jeu. Et à partir de là, on peut lisser et essayer de se donner une idée. Et pour chez Aston Martin, en tout cas, de ce qui en ressort, c'est que ce sera clairement pas aussi performant que l'année dernière, mais il faut pas non plus oublier que chez Aston Martin, c'était la deuxième voiture, notamment parce que Mercedes et Ferrari, c'était le bazar. Donc il a fallu un petit moment d'adaptation en début de saison, et Aston Martin a beaucoup capitalisé là-dessus pour faire l'ascension express qu'ils ont eue. Et maintenant que les deux autres, justement, reviennent un peu dans la course, visiblement avec ce qu'on voit, eh bien ça fait que chez Aston Martin, on est un peu moins confiant, mais ça reste quand même correct. Le programme s'est déroulé sans trop d'enjeux. Chez McLaren, j'ai pas relevé grand-chose parce qu'ils ont été assez silencieux. Il y a eu assez d'optimisme, des quelques déclarations, mais pas grand-chose de particulier qui en ressort. Quelques problèmes de fiabilité chez McLaren apparemment, puisque Lando Norris, qui a pas fait beaucoup de long run, de ce que j'ai compris, il a eu quelques soucis pour rouler. Et Oscar Piastri, qui a fait justement les longs relais, a eu beaucoup de dégradation, mais ça on sait que Piastri c'est malheureusement un très jeune pilote, et c'est un souci qu'il avait déjà l'an dernier. Donc peut-être un manque de préparation sur les longs relais pour McLaren. En tout cas, visiblement, de ce que j'ai compris des rapports, ils sont très contents de leur rythme de qualif, tout ça, mais beaucoup moins d'infos sur les longs relais. As, bon alors chez As, globalement, Komatsu a clairement dit que la voiture n'est pas au niveau. Il l'a dit texto à la presse, hein, donc il a même pas essayé de se cacher. Putain, mais quelle écurie de losers, sans déconner, c'est hallucinant. Oh. Non mais attends, de toute façon c'est simple. Les essais hivernaux sont pas commencés, les mecs ils sont là. On n'est pas là pour la performance, on est là pour comprendre les pneus. Et c'est déjà un début. Daniel, il n'y a pas plus loser comme phrase. Oui, mais tu dis pas ça en média, putain. Il n'y a pas plus loser. C'est vraiment, c'est vraiment la phrase de loser. T'as Andretti à côté qui est là. On veut être en Formule 1, les gars, on est performant, on nous dit qu'on peut être performant. Et là, t'as putain de as. Ça va aller, Strickland, ça va aller. Au moins, ils sont honnêtes, parce que tu dis, Andretti tape à la porte. C'est rien d'Andretti. On doute que ils feront peut-être pas le nombre comme As. Peut-être qu'ils seront performants. Mais bon, pour l'instant, il faut essayer de comprendre quel est le projet à long terme avec As. Déjà, ils ont changé le team principal. Donc, c'est déjà un beau signal. Voilà. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'écurie As F1 Team, même si c'est la propriété de Gene Haas, c'était quand même le gros projet de Gunther Steiner, quand même. Hein. C'était un peu son équipe. Hein. C'est lui qui a amené le projet ici. Là, tu arraches quand même les racines. Hein. Donc, c'est quand même un très gros changement de philosophie. Et comme tout gros changement, tu repars d'une saison zéro, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, mieux vaut qu'il soit honnête et qu'il annonce, ok, de toute façon, la voiture, ça va pas être ça, va pas falloir nous attendre, on sera au fond. Après, à voir ce qu'ils vont développer comme projet à long terme. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé DTS ou pas du tout encore? J'ai pas encore eu le temps. Non. Alors, l'épisode sur As, ils ont vraiment été des filous Netflix. Hein. Ils ont fait le parallèle entre Williams et As dans le même épisode. Et oui. Ils font des moments genre, tu vois, t'as James Wolfe qui est là en mode
Moi, mon background, moi, j'ai fait des études de maths et tout, donc je viens apporter du pragmatisme dans l'équipe, je viens apporter un œil nouveau. Et juste derrière, ils font le switch sur Gunther Steiner qui est en train de signer des livres. Waouh, super. Où t'as un moment pareil, Netflix a réussi, ils avaient réussi à filmer une réunion avec une réunion chez As. Donc tu vois déjà c'est le bazar parce que t'as Gunther et la partie à Maranello qui est sur place. T'as un mec qui parle qui est en Angleterre qui fait un diapo qui présente. T'as les pilotes ensuite qui sont pas ensemble qui donc tu vois t'as le Teams tu vois il y a genre 6 fenêtres ouvertes. Chacun essaye de communiquer, c'est un bazar complet et t'as un mec qui parle qui fait ouais donc on a essayé de changer tel truc sur les freins, changer tel truc sur le refroidissement tout ça. Et t'as Gunther qui lui fait non mais ce que je raconte c'est n'importe quoi. Bon même si je comprends pas la voiture, je sais que c'est pas bon parce que à côté chez Williams ils progressent et tout. Alors comment eux ils progressent, nous on progresse pas. Alors le mec en gros il passait l'épisode à se plaindre qu'il comprenait pas pourquoi chez Williams ça progresse c'est pas lui. Et Netflix refait le switch où là maintenant il est dans un espèce de studio d'enregistrement où il enregistre son livre et à côté on te met on te met Wolf en train de bosser. Enfin ils ont été vraiment filous là-dessus. Oui. Non, mais honnêtement, bravo là-dessus parce que honnêtement, enfin, tu comprends pas pourquoi Williams progresse et pas toi. Williams a littéralement 10 fois plus de personnel que toi pour commencer. On a Stake F1 Team. Alors pour le coup, eux ils ont assez surpris parce qu'on s'attendait à que dalle, mais les déclarations sont très positives. La voiture est fiable par rapport à je crois que l'année dernière ils avaient eu des gros problèmes de fiabilité ou 2022 je sais plus. Il y avait une année où les deux, ok très bien. Mais cette année, pas du tout. La voiture a marché plutôt bien. Les deux pilotes sont contents aussi. Ils ont fait des déclarations à la presse comme quoi le programme s'est bien déroulé, que la voiture est bien mieux que celle de l'année dernière, que l'équipe progresse dans un bon sens. Donc là-dessus, c'est un point positif. Parce que ça veut donc dire que ça fait une équipe en plus qui va faire un saut en avant. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. Toujours dans la transition, bien sûr, avant l'arrivée d'Audi en 2026. Et d'ailleurs, c'est un truc important à noter, c'est que Audi investit petit à petit dans l'équipe. C'est-à-dire que là, pour 2024, ça veut dire qu'ils ont rajouté encore une injection d'argent qui est de 25%, et que l'année prochaine, ils feront la même chose. Et également, c'était sorti dans l'intersaison que durant toute cette année-là, Audi effectuera aussi des investissements, non plus uniquement là où dans leur usine moteur en Allemagne, mais aussi des investissements dans l'usine suisse Einwheel, pour justement moderniser les installations. Donc injecter de l'argent pour les simulateurs, les outils de test. Et donc on devrait commencer à voir ça petit à petit chez Sauber, les premiers investissements de Audi. Même s'ils n'ont pas le nom officiellement, bien sûr, mais les choses se font en coulisses. À noter aussi que Stake, en termes de gros changements cette année, et c'est aussi une sacrée surprise, c'est l'une des 4 écuries du plateau à avoir des suspensions avant à tirant. Tirant, ouais. Donc c'est un gros changement de philosophie. Ouais. Chez Stake. Ouais. Kick Sauber, machin. Ok. Suspension à tirant désormais. Donc l'air de rien, ça permet de changer. Enfin, ça traduit d'un très gros changement d'évolution de la voiture, de la balance générale, et finalement tu repars d'une voiture complètement neuve. C'est plus du tout une évolution de celle de l'an dernier. Oui, ils sont partis quasiment à zéro. Hein. Mais de toute façon, en tirant avant, il y avait aussi, c'est Red Bull, Red Bull, McLaren et VK. Red Bull, McLaren, et il y a, ouais. Mais c'est très clairement la meilleure philosophie à prendre parce que Red Bull, dès les premiers jours, c'était l'équipe qui avait le moins de marsouinage sur toute la saison et qui finalement avait la meilleure gestion pneumatique, meilleure stabilité. Et voilà, il y a un moment, voilà, suspension, pas de marsouinage, il y a un truc commun. Et McLaren, quand ils ont réussi à faire un peu à capter leur bagnole l'an dernier, on a vu que la bagnole, elle était capable d'être extrêmement performante. Donc à voir de l'extérieur, il y a clairement quelque chose à faire avec ce type de philosophie, quoi. Pour compléter, la suspension avant attirant permet un petit peu, parce que l'axe est plus bas, permet entre guillemets d'abaisser un petit peu le centre de gravité, mais il y a aussi l'inconvénient
quand le système n'est pas bien maîtrisé, rend un peu la direction un peu floue à l'avant. Et en fait, il faut vraiment que le châssis soit super optimisé à l'intégration du système des suspensions. C'est peut-être une des raisons pour laquelle beaucoup d'écuries n'ont pas intégré ce système-là. Et je pense que l'une des plus craintives est peut-être Ferrari, qui avait introduit ce système en 2012, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et qui avait été l'une des raisons, des gros problèmes de développement de la voiture, ou 2011 peut-être, je sais plus, à vérifier. Et je crois que ça avait pas été terrible quand Ferrari l'avait introduit. Red Bull a réussi ce pari l'an dernier. McLaren a suivi parce qu'ils avaient un développement beaucoup plus lent et parce qu'ils avaient aussi avoué qu'ils s'étaient plantés sur les premières versions de la voiture. Et bon, cette année, logique, V-Carb ex AlphaTauri récupère le maximum de pièces possibles de la Red Bull. Donc, ils sont aussi passés sur une philosophie de suspension attirante. Mais la grosse surprise, effectivement, c'est Stake, parce que on ne pensait pas qu'ils puissent prendre un tel risque, entre guillemets, mais finalement, de leur position dans la hiérarchie et, entre guillemets, avec l'arrivée de Audi plus tard, c'est presque logique qu'ils prennent ce pari, ce défi technique. C'est presque une logique. On l'avait pas vu venir, mais finalement, ça fait sens. Harry Ford dit qu'ils ont changé de directeur technique, c'est vrai que j'en ai pas parlé, avec l'arrivée de James Key, tout à fait, anciennement RB, dernièrement McLaren, avec Seidel justement. James Mims aussi qui demande s'il est possible de faire ça pour les nuls en 15 secondes, d'expliquer ça. Les différences, en gros, parce que bon, c'est assez loin à expliquer, mais la différence qui réside entre l'un ou le choix de l'un ou l'autre, c'est que t'en as une qui est le push road. Ouais, le push road. Son défaut, c'est que l'aérodynamique est moins bonne, parce que vous avez une barre qui vient se mettre en plein milieu. Donc forcément, c'est le bras supérieur de suspension là, et il y en a un qui est là, comme ça, en travers. Alors que l'autre, sinon, il dégage complètement un flux d'air ici. Là, on est à tirant. Là, on est à poussoir. Ici, c'est le châssis. Là, c'est la roue. Donc là, poussoir, j'obstrue le flux d'air. Là, attirant, je suis fixé ici en bas du châssis. Eh ben, on dégage de l'air pour l'aéro. En fait, si on utilisait rarement l'autre type de suspension et que seul Red Bull le faisait, c'est parce que c'est une suspension qui a un gros défaut, c'est que sa forme fait que la plage de réglage possible avec est beaucoup plus basse. Donc ça veut dire qu'il faut une voiture de base très solide, parce que ensuite vous aurez pas une grande latitude sur les réglages que vous pouvez faire avec. Par contre, quand ça marche bien, c'est hyper efficace. La petite flèche verte, c'est le bras de suspension justement. Donc à gauche, on voit bien chez Tu peux zoomer ? Ouais, je zoome. On voit bien que chez McLaren, le bras de suspension va vers le bas du châssis, alors que chez Ferrari, il va vers le haut du châssis. Et d'ailleurs, en fait, on voit que ça fait plein de bras de suspension dans tous les sens. Enfin, c'est un bordel. Et la différence, c'est que ça veut dire qu'à l'intérieur, dans le bloc du châssis, là, chez Ferrari, ça va pousser sur un cylindre, alors que là, on va tirer sur le cylindre. C'est ça aussi ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça la raison. En tout cas, il semble quand même que la voiture est un peu moins à l'aise dans les virages rapides. Les problèmes de fiabilité se sont pas présentés sur ces 3 jours. On a bien roulé et la voiture était assez contente. Visa, Cachap, Red Bull, RB, V-Carb. Alors eux, ils ont beaucoup fait parler pour le coup, parce que les bons en performance sont très visibles et les autres aussi ont très bien compris qu'il y a eu des clés USB qui se sont échangées, ainsi que probablement des restaurants entre ingénieurs, des plats de spaghettis. Ils ont mangé beaucoup de spaghettis, les Anglais ces derniers temps. Donc oui, il y a eu un bond de performance flagrant chez V-Carb. Donc on estime les simulations. Les autres équipes estiment qu'ils se placent dans le haut du midfield. Et aussi, beaucoup de choses changent là-bas, parce que la structure elle-même de l'équipe change, vu que, en gros, ce qui se passe, c'est que avant AlphaTauri, le principe, c'était de donner un peu plus d'indépendance par rapport à la structure Red Bull. Et on a vu que ça n'a pas du tout bien marché, parce qu'ils ont voulu faire les choses, sauf qu'il n'y avait pas non plus les mêmes fonds investis, il n'y avait pas non plus la même latitude. Donc on a fait, avec la mort de Mateschitz, le Red Bull, mais là je parle de l'entreprise Red Bull elle-même, pas juste Red Bull Racing, a décidé que pour rendre le projet AlphaTauri viable, il fallait que les voitures soient performantes.
Donc on a essayé de faire beaucoup plus ce que fait en fait Haas et Ferrari. On a copié ce système-là. Donc ils ont acheté toutes les pièces possibles à Red Bull et le reste de ce qu'autorise le règlement a été fait donc en interne. Et du coup on voit tout de suite les gains. Déjà en fait à partir de l'année dernière, ils avaient déjà commencé cette transition. On l'a vu avec le gain de forme d'AlphaTauri sur la fin de la saison qui était devenu qui sortait de nulle part. Ils ont fait un énorme bond en performance sur les derniers Grands Prix de 2023. Qui d'ailleurs les ont propulsés et les ont empêchés d'être derniers au classement. Et cette synergie continue cette année avec une voiture toute nouvelle. En gros, c'est plus ou moins la RB19 avec des améliorations qui valent bien. Et Ricardo disait en gros que c'est pas encore totalement au point, mais c'est déjà très positif. Et Tsunoda aussi disait que la voiture est bien mieux que celle dernière, en tout cas dans les sensations de pilotage. Donc ça, pour moi, c'est l'équipe qu'il faudra mettre en visu. Parce que ça pourrait être assez intéressant de voir à quel point ils ont progressé dans la hiérarchie et à quel point la performance est là. Parce que bon, si on se retrouve à avoir un top 4 full Red Bull, ça risque de faire parler très très fort. Je vais commencer à répondre à quelques devoirs de Twitch. On va commencer avec Steph1 qui veut une petite gratouille. Voilà, une petite gratouille. On peut commander des gratouilles. Voilà, tu peux continuer. Moi j'avais fini sur Vicarb, donc Stacy, vous avez là-dessus. Non, honnêtement, non, c'est à peu près ce qu'ils nous avaient promis l'an dernier. De toute façon, Red Bull, qu'ils allaient commencer à rapprocher les liens entre Feinze et Milton Keynes. Donc voilà à peu près. Mais honnêtement, oui, tout le monde semblait un peu agacé de leur niveau de performance. Alors chez Williams, bon, j'ai pas relevé beaucoup de choses parce que globalement ils sont assez sereins. Ils ont gardé pour le coup la suspension Mercedes de 2023. Ils ont pas donné la nouvelle de 2024 parce qu'ils ont expliqué que ça leur permettrait de gagner plus de temps en soufflerie pour donc du coup avoir un développement agressif sur la saison 2024 et ne pas avoir trop changé de choses. La voiture semble toujours en fait avoir beaucoup de problèmes avec le train arrière, ce qui était déjà le cas l'an dernier. Hein. Et même l'année d'avant, on voyait souvent les pilotes perdre l'arrière. Logan Sargent a enchaîné les sorties de piste jeudi, je crois, et justement perdant beaucoup l'arrière. Et du coup, c'est toujours assez problématique. Les forces de la voiture semblent toujours être là. Faible traînée aérodynamique, bonne vitesse de pointe, mais en termes de stabilité du train arrière, c'est peut-être l'équipe qui souffre le plus de ce côté-là. Alors, chez Ferrari, globalement, c'est là où j'ai relevé le plus de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de base chez Ferrari. Alors déjà, premièrement, c'est que le principal problème de la Ferrari, c'était la dégradation des gommes. Donc, pour résoudre ce problème-là, ils ont rechangé à peu près tout ce qu'il fallait changer sur la voiture. Et il s'avère que, en tout cas d'après les déclarations qu'on a pu entendre chez Ferrari, qu'ils n'ont plus de problème de dégradation des gommes. Et ça a également pu se voir avec les quelques simulations de relais qu'ils ont faites, c'est que les gommes tiennent le coup. On voit que les rythmes sont consistants, donc on peut peut-être penser que là-dessus ça ira mieux. Maintenant, est-ce que la voiture, à quel point elle est rapide, ça on ne sait pas encore, on peut pas le prédire, mais globalement, même chez la concurrence, on a relevé que chez Ferrari ça marche plutôt fort, donc à surveiller. Mais que ça, donc c'est le gros point. Ferrari, dégradation des gommes, d'après ce qui en ressort, c'est plus ce problème-là. La voiture aussi a pas mal changé, hein. On voit, ils ont rapproché plus sur le concept Red Bull. Le nez a grossi, la suspension arrière a été refaite. Enfin, ils ont vraiment modifié la voiture pour essayer de. Pourtant, il tombe littéralement dans le vide derrière. Ouais. Très vite et très fort. Ouais, mais c'était le concept qu'ils avaient en fin de saison, non? Ou c'était plus plat? C'était plus plat. Ils avaient toujours un peu l'effet baignoire moins prononcé qu'en 2022, mais. Ouais, moi c'est surtout au nez que j'ai très vite capté que ça avait beaucoup changé. Mais en tout cas, ouais, moi mes retours correspondent à ce que t'as dit, Shira. Surtout, ils ont énormément roulé avec des gammes plus tendres, beaucoup les C3, C4 de mémoire plus que les autres. Ouais. Donc, ce qui explique que sur les fiches des temps, ils sont toujours très bien, mais clairement, s'ils étaient dans une simulation
l'usure pneumatique, c'est logique qu'ils s'attaquent, qu'ils essaient de tester les plus tendres. Ouais, ceux qui se dégradent le plus pour voir. Alors chez Mercedes, eux, bon, globalement, il y a Hamilton aujourd'hui qui a dit qu'ils ne sont pas du tout là où ils espéraient être. Bon, ils nous font le coup tous les ans, mais ouais. Ça, après 7 victoires en 7 courses en 2019, c'était on espère que la prochaine course on fera un top 10. il y a eu des changements. Gros changements, ouais, déjà cet aileron avant qui a un peu fait parler parce qu'il est pas totalement légal. Enfin, il est pas légal, la FIA a dit qu'il est pas dans la FIA a dit c'est pas l'esprit du règlement, mais on l'a quand même autorisé. Bon, j'imagine qu'ils veulent éviter de se retaper encore une polémique en changeant en plein milieu de la saison les règles. Donc l'aileron a été validé. Vous voyez, en fait, il est pas, on l'a pas, les équipes se sont demandé si c'était légal ou pas parce que vous voyez, il est à l'avant, là, il y a une espèce de doublure. Il y a un petit sourire. Ouais, il y a un petit sourire. Ouais, voilà. Et, ça a fait parler, mais globalement, on a dit que ça va aller. Ça rappelle un peu les vieux ailerons dans les années fin 2006-2007, je crois, non? Ouais, c'est ça. C'est un peu avec celui de la McLaren qui passait par-dessus le museau, là. Oui, voilà. Ouais. Et ce qui est aussi intéressant à noter chez Mercedes, c'est qu'on commence, entre guillemets, à voir un peu que la saison va être intéressante parce qu'ils sont un peu dans une dichotomie assez étrange, dans la mesure où c'est pas faux. Russell a dit que la voiture est super agréable à conduire, alors qu'Hamilton a dit exactement le contraire. Donc là, ça commence déjà. Ça part bien. Ça part bien. Ça va être assez intéressant à suivre. Et t'as vu, encore une fois, Mercedes, c'est pareil, au niveau des pontons à l'arrière, ça plonge très très vite, très très bas. Ouais, c'est Red Bullesque comme ponton, mais ce qui est à noter, c'est l'ouverture, le inlet du ponton, l'entrée d'air du ponton. Vous voyez la lèvre qui est supérieure sur la Ferrari, la lèvre est inférieure comme la Red Bull de l'an dernier. Oui. Parce que bon, la Red Bull de cette année, c'est plus du tout pareil. Pour vous donner un peu une idée du carnage qui s'apprête à le tsunami qui arrive sur la saison. Alors déjà, petite mise en bouche, 2020-2023. On a Newey qui fait une interview dans la presse britannique pour dire qu'il a quasiment pas bossé sur la RB19 parce qu'il était occupé à faire des sous-marins et des bateaux. Il se faisait chier, le mec. Le mec, limite, il va bientôt te dire, j'ai dessiné le Charles de Gaulle 2. Ouais, donc la RB19, Newey s'est contenté de faire autre chose. Hein, en fait, il a dessiné la suspension. L'interview était très intéressante. En gros, il s'était occupé de dessiner la suspension arrière de la voiture et tout le reste, en fait, il a rien fait. Il a laissé son équipe bosser. Et cette année, il a dit à quel point, par contre, attends, excuse-moi, je te coupe une seconde. Mais sur sa phrase là, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est dire à quel point déjà l'équipe de base est déjà très 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 solide. Parce que c'est clair. Avec Newey qui fait juste on rappelle, les mecs font un carnage et ils font 90. Newey, il est superviseur, hein. Il y a Pierre Vacher, il vient le voir, il fait, j'ai fait ça, Newey, il fait, On pense quoi? ouais, pas mal. Si. Change juste ça, là. Ça, 4 dixièmes. Cadeau. Et là, sur l'intersaison, on a eu ensuite d'autres interviews de Vacher ou Newey. En tout cas, un des deux avait dit que, en gros, le problème qu'ils avaient eu sur la RB19, c'est qu'ils avaient compris que sur l'intersaison, tout le monde allait faire comme ils ont fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans un cas de figure où tu vas arriver en 2024 avec une voiture qui est toujours performante, mais les autres ont eu aussi le temps de comprendre comment ça marche. Donc, c'était du principe que s'ils restaient avec le même concept, ça aurait été beaucoup plus difficile de garder l'avance qu'ils avaient, parce que les autres aussi allaient finir par comprendre comment ça marche et qu'il allait avoir un resserrement. Donc, ils ont préféré prendre le risque de changer la voiture, de refaire à zéro ce qu'il y avait à refaire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette RB20. Avec donc tout le monde a copié le principe des pontons Red Bull 2023. Ils viennent avec des nouveaux pontons, hein, histoire de faire comprendre aux autres que on s'est dit on va faire des pontons Mercedes. Attends, je viens au fur et à mesure. Je viens petit à petit. Là, laisse-le. Je pense que là, il y a un narratif qui va être intéressant. Le narratif est dingue. Donc là, déjà, il nous explique que, bon, les autres ont fait comme 2023. Alors nous, on va venir avec des nouveaux pontons. Donc d'ailleurs, c'est les pontons qui sont déjà installés sur cette RB20 sont différents parce que vous voyez, déjà, les entrées d'air sont minuscules. On peut même pas, on ne voit strictement rien parce qu'en fait, il y a à l'avant, c'est beaucoup plus relevé qu'en bas.
Et même quand on regarde la voiture de face, vous voyez que les entrées d'air sont minuscules. Et ça a été reporté par la presse britannique parce que les gens se sont demandé mais comment ça se fait, y a rien pour refroidir la voiture. Et en fait, les mecs ont fait un boulot. Le refroidissement, il est pas à l'entrée d'air, il est à l'intérieur des pontons. Ils ont fait un double système. Quoi? Attends. T'es en train de me dire quoi? Attends. Ils ont fait un double système en fait à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur des pontons. Donc il y a une partie, il y a une espèce de tunnel qui va refroidir le moteur, et il y a un autre tunnel qui va à l'arrière pour plaquer la voiture. Ils ont fait tout un bazar à l'intérieur, donc la Tu veux dire que c'est sous le fond plat? Non, c'est dans le ponton. Il y en a 2. Bah t'as l'entrée d'air normale et Il y a une fente verticale qui est collée contre le cockpit, et sous cette lèvre-là, il y a une toute petite ouverture. Ouais, on voit rien déjà. Ah non, mais les photos sont prises exprès pour qu'on ne voit rien. Oh! Voilà. Les zooms. Mais moque. Voilà, donc là, on a les 2 entrées. Une verticale et une horizontale, quoi. Enculé. Oui, c'est très grossier, Strigoun, mais c'est le terme approprié. Oui, excuse-moi, mais là, oui, il y a pas d'autre mot, hein. Et c'est pas fini. Il y a d'autres choses qui m'ont. Oui, parce que attends. Alors, au-dessus du pilote, il y a des entrées d'air là. Ouais. En dessous. Ah non, regarde, bah, à côté. Mick, à la base, À côté du halo. À côté du halo. Mick, regarde la dernière photo que je t'ai envoyée. À l'intérieur du halo, t'as des entrées d'air. Ok, dessus. c'est ça là. Ça. Ok, on le voit pas, mais c'est ça, ouais. Ouais. Et bah c'est pas donc du coup je reviens sur ce que je disais. Donc on a déjà cette voiture qui a un gros boulot, un énorme boulot. Et c'est pas fini parce que on a eu des déclarations qui sont tombées aujourd'hui. On a Helmut Marko qui nous explique qu'ils ont beaucoup rigolé dans le garage Red Bull pendant 3 jours parce que justement ils ont vu que tout le monde a fait comme en 2023. Alors qu'ils savent très bien que eux ils ne vont pas faire comme 2023, donc on a ce nouveau concept et c'est pas fini parce que ils ont annoncé que d'ici au moins un peu avant la mi-saison, la RB20 va encore complètement changer parce qu'ils sont sur un concept 0 ponton qui arrive. Pour le travail extraordinaire des entrées d'air pour les pontons, parce qu'on est en train de se dire mais comment ils arrivent à refroidir, parce que c'est quand même l'une des priorités des monoplaces. Ouais. Et il y a quand même un élément qu'on a un tout petit peu oublié. Alors, je pense pas que les autres écuries l'ont oublié, mais je pense que ça a fait partie un petit peu de la réflexion de chez Red Bull. En 2024, nous allons avoir 24 Grands Prix, soit 2 courses de plus que l'an dernier. Mais on va aussi avoir un moteur supplémentaire, ce qui nous permet, entre guillemets, de répartir un petit peu la charge sur 4 moteurs plutôt que 3. Et entre guillemets, on va moins solliciter un petit peu ces 4 moteurs plutôt que les 3 de l'an dernier pour 22 courses. Donc, il y a un tout petit pourcentage qui nous permet, entre guillemets, d'essayer d'aller un peu plus extrême dans le refroidissement des moteurs, parce que voilà, il y en a, ils seront un chouïa moins sollicités. Les déclarations globalement, alors on a Alonso qui dit que chez les pilotes, ils ont parlé entre eux, ils savent que c'est mort, ils sauront pas le titre. Ça c'est globalement. Aujourd'hui, il y a eu aussi les retours qui sont sortis, je sais plus c'est chez quelle équipe ils ont dit ça, mais que ça a été reporté qu'ils ont roulé avec le maximum de plein pendant tout le temps, mode moteur minimum, et malgré ça, ils mettaient une pilule en rythme de course à tout le monde, en faisant le lissage entre la corrélation entre le mode moteur possible. En fait, avec le GPS, on peut un peu voir qui triche suivant dans les lignes droites, dans certains passages. Et donc les équipes ont remarqué que globalement, on est à peu près à au moins 1 seconde d'avance de rythme avec cette nouvelle Red Bull par rapport à la concurrence. Et je le disais, hein. Voilà. Son bouquin sur New. Là, il manque un chapitre du coup. Là, normalement, il devrait bientôt avoir le chapitre sur les sous-marins et les bateaux, c'est ça? Il va y avoir une réédition avec la RB20. Il manque le chapitre comment laver la concurrence. Ça va coûter en même temps. Je sais pas trop. La RB20, en fait, le seul truc qui pourrait l'arrêter, c'est ce du coup qui a été reporté, c'est potentiellement avec ce mode aussi extrême de refroidissement. Est-ce que donc du coup la voiture va tenir? Mais ça c'est la seule interrogation. Mais niveau de performance, je pense que personne ne se fait d'illusions parmi les équipes. Oui, bien sûr. Que c'est un carnage. Une mini réflexion sur Red Bull.
gardez à l'esprit que l'an dernier, la monoplace a été ce qu'elle a été avec 10% de CFD en moins. Oui. C'était la pénalité. Voilà. C'est ce qu'a marqué Ali 50. Il a dit, imaginez s'ils avaient eu et la pénalité sur le cas budget. Hein. Oui. Du coup, on en arrive au dernier challenger. Moi, je mets une pièce dessus, Shira. Vas-y. Kata, ça fera pour rigoler. Allez, c'est une cartouille pour cacahuète. Je peux pas m'empêcher de ça rire nerveux, hein, mais bon, on a Alpine. Alors chez Alpine, qu'est-ce qui se passe? Alors globalement, on a refait la voiture à zéro, c'est-à-dire que la RS524, c'est une toute nouvelle voiture. Ils ont tout fait, ils ont tout changé de A à Z parce que le problème principal de la voiture, c'était que bon, en fait, ils ont l'handicap moteur qui fait que comme on peut plus travailler on peut plus augmenter la puissance du moteur hormis en changeant la fiabilité, parce que si le moteur est plus vieux, on peut mieux l'exploiter, donc ça, il y a de la meilleure performance, mais la puissance intrinsèque du bloc, on peut pas y toucher. Donc, ce qui a été pris comme décision, c'est de totalement refaire la voiture parce qu'il fallait rechanger la manière dont le moteur s'intégrait au châssis. Donc, on a modifié la balance, la répartition des masses de la voiture en refaisant un châssis, en modifiant le placement du moteur dans la voiture. Les suspensions ont été refaites. Bref, cette R524 là, il n'y a plus aucune pièce en commun avec l'ancienne voiture. Il en résulte donc du coup ce que a été reporté récemment et que a été aussi reporté durant la présentation de la voiture, c'est que en partant du principe qu'on va avoir, vu qu'ils ont une voiture qui est complètement nouvelle, tout a été refait, tout est neuf, et ben il va me falloir du temps pour que l'équipe puisse être dans la course. Donc là, on a déjà les pilotes ont eu des déclarations comme quoi la voiture, bon, est pas simple à conduire parce que du coup ils ne la comprennent pas encore complètement. 3 jours d'essai, c'est pas assez pour quand on a quelque chose de tout neuf, hein, par rapport aux autres qui ont des évolutions, qui ont refait beaucoup de tests, mais quand même il y a une continuité. Là, c'est plus une continuité, c'est comme si on redébarque en 2022 avec une nouvelle voiture. Donc Ocon a dit que globalement la voiture est difficile à conduire, mais que au moins c'est que le point positif en tout cas de cette voiture, c'est qu'il y a une grande marge sur les évolutions qui lui seront apportées. Parce que la base a été conçue de manière à ce qu'il y ait un rythme de développement soutenu. Donc, il faudra pas donc s'attendre à des miracles il n'y a pas donc de miracle à s'attendre sur les premières courses, hein. Ça a été annoncé par les pilotes. Ça a été annoncé aussi par Harman. Il l'avait même dit au reveal de la voiture qu'au début ça sera compliqué, mais que au moins et peut-être on peut leur faire confiance là-dessus parce que c'est ce qu'ils avaient fait en 2022. Ils avaient commencé la saison vraiment très très bof, mais il y a eu un développement très très agressif qui leur avait permis de remonter dans la hiérarchie petit à petit. Et ce qui les avait pompé, c'était la fiabilité. Avec toutes les casses qu'il y avait eu Alonso et chez Ocon aussi qui avait eu, je crois, 8 ou 9 abandons sur la saison. L'année dernière, c'était pareil, Ocon s'était tapé 7 abandons. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sur les premières courses, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à espérer. Mais en tout cas, dans un sens, ça me fait rire parce que bon, c'est surtout le fait que on arrive encore à une nouvelle fois avec un nouveau management parce que maintenant c'est Bruno Famin qui est à la tête d'Alpine. Il y a aussi toute cette synergie entre Enstone et Viry qu'il faut travailler, qui a d'ailleurs été au moins ici l'un des points de cette nouvelle voiture, essayer de renforcer cette cohésion entre les deux, parce que l'équipe avant fonctionnait un peu sur le principe, c'était un peu comme si c'était un moteur client, c'est-à-dire qu'Enstone faisait un châssis, on faisait ensuite un moteur et il fallait se débrouiller pour faire rentrer le moteur et ça marche pas de marcher, ça c'est pas une équipe, ce n'est pas le principe d'une équipe d'usine. Donc au moins aussi l'autre point, et c'est ce qu'ils disent aussi dans le chat, c'est vrai, c'est qu'au moins ils sont très honnêtes sur la communication. Il y a plus la communication à la Rossi comme quoi on sera le top ou dans 100 courses c'est bon. Famin est beaucoup plus pragmatique et je trouve que ce n'est pas se dévaloriser, hein, dire ce qu'on pense, c'est une qualité. Ils sont conscients de ce qu'il faut améliorer aussi. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment voir, en tout cas chez Alpine, c'est peut-être que ça commence mal, très bien, mais si le développement, comme ils l'ont dit, sera soutenu, à voir. Parce que l'année dernière, on s'est beaucoup moqué de McLaren aussi, hein, dans cette émission au début de pré-saison. On a bien rigolé aussi à Bahreïn quand ils ont fait P18, mais ils ont su améliorer la voiture comme il le faut et pour réussir à sortir des grosses performances. Donc maintenant, faut voir.
Si Alpine nous dit que la voiture a une bonne marge d'évolution, tant mieux. Mais j'attends de le voir. Parce que, oui, non, mais de toute façon, dès qu'il y a matière à se foutre de la gueule de quelqu'un, on le fait. Tu niques mon fond vert, Cacahuète. Gazou, tu voulais faire un petit jeu des prédictions de la hiérarchie? Ben, qu'on fasse un tour de table, savoir. Je te laisse ouvrir. Bottom vert. Alors, oh, putain de merde. Moi, je vois bien Red Bull 1, 2. Ça pourrait se jouer entre Ferrari, Mercedes. Non, pardon, Ferrari, McLaren, Mercedes 4. En 5, V-Carb, 6, Steak. Oui, Aston peut-être avant Steak. Ensuite Steak, et puis après As, Williams et Alpine, les 3 dans l'ordre que vous voulez à la fin, mais ça devrait être à peu près ça selon moi. Eh ben moi, je vais dire en 1 Ferrari. Non, je rigole. En 1 Red Bull. Ça a marché, hein. En 2 Ferrari. Pareil, 3 McLaren. 4, je vais mettre Aston, 5 Mercedes, 6 Alpine, 7 6 RB, 7 Alpine, 8 Williams, la Steak en 9 et celle qui manque en 10. Alors en premier, il y a Red Bull, évidemment. Oui. En deuxième, Ferrari. En troisième, je dirais Mercedes, pour le coup. En 4, je mettrais RB. En 5, McLaren. En 6, Alpine. Attends, est-ce que j'ai dit Aston Martin? Non. Donc d'abord Aston Martin, ensuite Alpine. 8, Williams. Je sais plus il y a qui encore. Et oui, de toute façon, il y a As à la fin. Et Steak et As à la fin. Ouais, alors, après, j'ai mis un peu comme tout le monde Ferrari. 3 et 4, je rejoins un peu Shira, Mercedes et V-Carb. 5, moi j'ai mis Aston Martin. McLaren en 6. Williams 7. Steak 8. Alpine et As pour finir, mais entre la 6 et la 9, j'avoue que j'ai mis un ordre parce qu'il fallait donner un ordre, mais je pense que les 4 écuries là, elles vont un peu se frotter là-dedans, quoi. Elles vont se frotter un petit peu. Quoi. Je vais être casse-couille, je vais commencer par la fin. En 10, As. En 9, Williams. 8, Steak. 7, Williams. 6. Oui. Comment ça? Williams? Non, j'ai dit As en 10. Oui, mais après, t'as dit en 9, Williams. En 10, As. En 9, Williams. En 8, Steak. En 7, Alpine. En 6, Aston. 5, V-Carb. 4, McLaren. 3, Merco. 2, Ferrari. 1, Red Bull. Bah, écoute, c'est cool de vouloir compter à l'envers, mais après, on va le faire déjà. Alors... Allez, salut, bonne soirée, merci à tous. Salut, Tony. Allez, salut.